This meeting is being recorded. Ouh là là. Je sais pas pourquoi ça parle si fort, là. En tout cas. Voilà, j'ai mis au milieu. Alors, donc, il s'agit de prendre le document et de le découper, au fond, selon les grands récits qui sont contenus dedans. Où est passée Cécile? Elle a disparu. Ah, elle est de retour, elle a perdu le fil. Alors, quand on a affaire à une séance, souvent ces récits se succèdent et il est plus facile de les repérer parce qu'ils se succèdent. Mais dans un film, par contre, les récits ne se succèdent pas, au contraire, ils se chevauchent. Hein, c'est-à-dire que on aura les débuts de tous les récits à peu près dans le premier tiers du film, et puis la fin de tous les récits au dernier tiers du film, et au milieu du récit, on a un mixage, on passe d'un récit à l'autre assez facilement. Donc, au fond, notre tâche intellectuelle quand on analyse un film, c'est de séparer les récits des uns des autres. Bon, Lévi-Strauss nous suggère de mettre ça dans un tableau, hein, et donc de réserver chaque ligne du tableau à un des récits, à la condition toutefois que chaque colonne soit réservée à des signifiants ressemblant entre eux dans tous les récits. Hein? Alors, vous verrez combien c'est important. Donc, il faut en quelque sorte mettre chaque récit dans une ligne et puis déplacer les récits de manière à ce qu'ils soient en quelque sorte synchronisés, hein, synchronisés au niveau temporel peut-être, mais aussi synchronisés au niveau des signifiants, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit dans chaque colonne tous les signifiants qui se ressemblent dans tous les récits. Hein. Enfin, vous verrez combien c'est facile quand on a bien compris la méthode. C'est pas très compliqué. Alors, prenons maintenant le film qu'on vient de voir et essayons de découper les grands récits, si vous voulez, de ce film. Hein. Essayons de faire comme un brainstorming pour repérer quels sont les... Et moi, je vais noter tout ça sur mon iPad pour que les choses soient notées. Allô? Oui, Est-ce que je me lance? oui, allez-y. Je lance un thème comme ça, mais qui ressort comme la mélancolie, là, quelque chose qui est présent un peu dans chaque période de sa vie, qu'elle soit enfant, adolescente, jeune adulte, puis en fin de vie, c'est assez marqué. Je trouve que la mélancolie est comme un fil conducteur quasiment. Oui. Je ne sais pas si c'est un récit, mais... C'est ça, une certaine mélancolie qui est couplée avec de l'isolement. Hein,
C'est Sophie qui parle? C'est Sophie qui parle. Ouais, je peux peut-être enchaîner. Oui. Ce qui m'apparaît aussi, ce qui apparaît dès le départ, vraiment, au tout début du film, et puis se suit jusqu'à la fin, c'est le thème de route, Exact, oui, oui. être en route, voyager, partir, quitter. Exactement, oui. Et, Aussi, le simple fait de marcher est une constante dans l'œuvre de Léopold. Hein? et ce que dit Gabrielle Roy, c'est marcher pour écrire, à tel point que elle a tellement marché qu'elle ne peut plus s'asseoir pour noter tout ce qu'elle a écrit en marchant. Hein? Il y a un moment où elle dit ça, c'est assez amusant. C'est comme si elle ne marche pas, il n'y a pas de vie. Elle ne vit pas. Exactement. C'est un peu une agitation aussi, là, je trouve. Il y a une forme agitée de toujours être en mouvement. Voilà, j'ai réussi. Il y a aussi le maternage, c'est-à-dire partout où elle va, il y a toujours quelqu'un pour la contenir. Ça commence évidemment avec ses parents, puis après ça, elle va chez des amis à Paris, elle va chez, je ne me souviens pas de son nom, là, à Londres. Oui. Après ça, il y a Berthe, elle est en dernier lieu, au moment où elle écrit la plupart de ses romans. Mais il y a toujours une mère quelque part. Oui. J'essaie de noter tout ça. Départ, voyage, maternage. Peut-être l'autre aspect qui était revenu, c'est la petite misère. Hein. Petite misère, c'est santé. Ah oui, c'est vrai, au niveau de sa santé. Oui, et puis elle le nomme à la fin, ou je ne sais pas si c'est elle ou c'est la figure maternelle de la fin de sa vie qui dit qu'elle est passée de la petite misère à la petite lumière à la fin de sa vie. C'est la fragilité, c'est la fragilité je pense que c'est comme la sensation de soi comme étant fragile. Bah, objectivement, mais aussi sa perception de soi fragile. Et même face à l'argent, elle se vit comme pauvre. Mm-hmm. Tout le temps. Ce que je proposerais aussi, c'est l'idée de liberté. Oui. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que le sentiment de liberté est associé au pont qui sépare Saint-Boniface. Saint-Boniface de Winnipeg. Alors, c'est en traversant ce pont que sa mère lui parle de toutes ces choses qu'elle aimerait faire ou être. Et au fond, elle ressent l'envie de liberté à ce moment-là. Hein,
Elle ressent l'envie de liberté comme au moment où elle est sûre de sortir de son milieu communautaire. Elle vit dans un milieu communautaire extrêmement pauvre, et extrêmement limité dans ses possibilités qu'est Saint-Boniface, et elle entre à Winnipeg où bon, c'est plus riche, c'est plus plein de possibilités, et donc elle est une migrante d'une certaine façon en traversant le pont de Saint-Boniface. Elle est une migrante hors de sa communauté, et donc, oui. Sur la pauvreté, il y a quelque chose qui est quasiment plaisant. Enfin, parce qu'à un moment, c'est dit qu'elle se voulait dire pauvre, mais qu'en fait, son père ne l'était pas vraiment et avait même un certain statut social. Puis à la fin, elle-même refuse refuse son argent et la donne elle la donne à des associations, tout ça. Mais cette volonté d'être dans la pauvreté, il y a quelque chose est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on dirait que la pauvreté est une façon de vivre dans son milieu d'origine d'une façon un peu artificielle, enfin, comme d'une façon, oui, artificielle, c'est-à-dire non naturelle, c'est-à-dire comme si elle recrée les conditions de vie de sa communauté en simulant la pauvreté. Hein, c'est au fond ça. Mais est-ce que dans le fond, est-ce qu'elle parle pas davantage d'austérité que de son économie familiale ou communautaire? Est-ce qu'il n'est pas plus question d'austérité dans ce qu'elle partage comme vécu d'enfance? Oui. Parce qu'effectivement, je veux dire, elle n'a pas vécu dans la misère, là. Elle n'a pas vécu. Ah, c'est ça. Elle a vécu, mettons, appelons ça de la frugalité, hein, c'est plus que de l'austérité, la frugalité. Mais ce qui me frappe au fond de son enfance, c'est les moments de bonheur qu'elle ressent quand les blés sont mûrs. Hein, vous avez remarqué ça? Alors, quand les blés sont mûrs, elle ressentait un grand bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait se tracer un sillon dans les blés qui prépare le train du futur ou qui imite l'histoire du train de chars à bœufs qui ont migré du Québec jusqu'au Manitoba. Hein, alors, son fantasme, elle, passait par les blés. Hein, c'est intéressant comment elle se trace un chemin. Il y a aussi, au niveau des relations, elle semble beaucoup plus en relation avec ses personnages qu'avec des personnes réelles. C'est comme si tous ces personnages un peu étaient ses relations réelles à elle. On dirait qu'elle a vécu avec toutes ces créations, si on veut. Je ne sais pas comment le dire trop. Là, mais d'ailleurs, elle le dit très bien, ce moment où il y a un personnage qui est en train de faire appel à elle pour exister. Hein? Elle le décrit, elle voit le visage du personnage qui la regarde et qui attend d'elle qu'elle le crée. C'est ça qui est extraordinaire. Hein? C'est très beau comme moment où elle parle de ça.
Donc, effectivement, elle est en étroite relation avec ces personnages. Plus qu'avec certaines personnes de sa vie. Plus qu'avec les personnes, effectivement. Oui. C'est bien ce que tu À as part dit. à part ceux qui ont ce rôle un peu maternel, Oui. qui, eux, pour le coup, viennent remplir quelque chose. Ben, même son mariage, c'est comme si c'était comme une sécurité, mais elle n'apparaît pas comme du tout dans le film comme une personne qui est énormément en relation avec son Marcel, je ne sais pas trop son nom, son médecin. Mais C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'elle s'est extraite de la possibilité de la sexualité, au fond, de l'insertion dans le milieu communautaire. C'est-à-dire elle a décidé de quitter son insertion dans le milieu communautaire tout en le recréant artificiellement en dehors de la sexualité. Hein. Elle n'est pas mariée, elle n'est pas... oui, puis elle a un côté très princesse avec son éditeur. Oui. C'est comme, il n'y a qu'elle, puis bon, c'est comme, tout est organisé pour qu'elle ait peu ou pas de contact humain quelque part. Et d'ailleurs, ce qui est notable, c'est le chum qu'elle a eu à Londres et dont elle dit que sa présence rendait le monde entier inexistant, qu'elle ne pouvait plus voir le monde qu'à travers une brume comme ça, parce que son chum était là. Et juste après s'être dégagée du chum, elle commence à écrire. Donc, au fond, elle va aussi reproduire la sortie du chum. Comme elle a reproduit la sortie de sa communauté, elle reproduit la sortie du chum. Mais c'est comme être en lien, peut-être être en lien, ça l'étouffe à un moment donné, et elle est plus libre. Elle peut l'écrire, l'écriture, c'est liberté. En quelque sorte, c'est la sortie de... Ça l'est. Il ne faut pas être Ça attaché. Ça l'étouffe parce que ça l'étouffe, mais parce que ce qui a l'air d'être étouffant, c'est la réalité. C'est quelque chose qui est pour le coup naturel et non artificiel. Oui. Tout ce qui est créé autour est artificiel et là, il y a la liberté, enfin, il y a une forme de liberté. Mais tout ce qui va rattacher à quelque chose d'encombrant, comme les relations, la communauté, la richesse, tout ça, c'est encombrant. Il y a quelque chose qui l'encombre. Oui. Alors que ce personnage, c'est la pauvreté, enfin, l'aspect d'être dans la pauvreté, tout ça, c'est pour elle le symbole de liberté, là, rien qui encombre. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que à chaque fois qu'elle est avec sa mère, dans le film, elle marche. C'est assez étonnant. Et elle marche en disant que sa mère lui raconte des histoires en marchant. Donc, Ben, il y a peut-être aussi le thème de séparation. On ne l'a pas nommé comme ça, mais c'est la séparation, séparation avec sa mère, séparation avec son milieu, séparation avec sa culture francophone, identitaire.
quelque part au début, parce que je pense que c'est ça qu'ils ont évoqué, hein, qu'à un moment donné, il y avait la loi interdisant l'utilisation de français à Manitoba. Donc, les institutrices devaient enseigner, enfin, il enseignait parfois en français secrètement. Donc, elle utilisait beaucoup de français, mais ce qui n'était pas légal. Ouais. En tout cas, je parlais de thèmes de séparation qui ponctuent, on dirait, son chemin. Avec la scène du train aussi, qui est frappante, hein? Ouais. C'est le moment le plus aigu de la séparation, où elle redescend du train pour embrasser sa mère, et sa mère lui dit « ton train », donc elle est obligée de remonter. C'est Oui, le pendant du pont qu'elle a franchi avec sa mère. Hein? Le train, c'est un pont mobile. Et Ouais. un pont, ça va dans les deux sens. Hein? C'est-à-dire, oui, on a envie de le franchir, mais si on le franchit avec sa mère, ben aussi, on peut se retourner pour voir, parce qu'on n'est pas entièrement C'est vrai. enthousiaste. C'est pas juste de l'enthousiasme, mais aussi le regret de quitter là où on était malgré tout confortable, mais en même temps dont on a besoin de sortir. Et c'est pour ça que ce que j'appelle cette dissociation temporelle de la personnalité chez elle, dans un rapport à ces personnes, à la version passée d'elle-même ou de ses personnages, par rapport à l'appel du futur, du potentiel, de l'horizon vers lequel on marche. Et bon, les personnages qui viennent de là, qui ont besoin de naître, donc et son écriture fait le pont, en quelque sorte, entre les deux mondes. C'est ça, les récits. Il y a différents personnages, même des versions du même personnage qui sont comme écartelés entre différentes époques de la vie, et ça leur confère une unité de pouvoir raconter ça comme un tout. Et à la fin, il y a la dernière citation qu'on voit à l'écran, c'est « Et si c'était ça, la mort, tous les instants enfin réunis. » Hein? Il y a même, juste avant ça, l'idée qu'il y a une sorte de réunion universelle du genre humain qui serait au bout de l'horizon. Là, elle emprunte ça à Teilhard. Donc, c'est l'idée de faire tenir tout ensemble, qui serait comme au bout de l'horizon, mais qui échappe à même le flux du temps dans la vie. Et elle essaie d'aller comme à contre-courant de ça ou de construire quelque chose avec ça en écrivant. Ouais. En même temps, il y a un petit peu un jeu entre l'enfance et la vieillesse, entre la naissance et la mort, entre s'éloigner de l'enfance, retrouver cette enfance à l'âge adulte, et cet aller-retour. Et puis, effectivement, quand on s'avance vers l'horizon manitobain, cet horizon se défile sans cesse et s'éloigne sans cesse. Par contre, cet horizon manitobain fait opposition avec le nationalisme des années 60 au Québec. Donc, qui au fond est un nationalisme dont les horizons ont été remplacés par des frontières. C'est ça qui est frappant dans le film, c'est combien ils mettent en opposition les horizons qui s'éloignent sans cesse vers l'ouest, mettons, peut-être, et cet état de, comment dirais-je, elle est complètement déphasée par rapport au nationalisme québécois. Hein. C'est très intéressant là, parce que ça rejoint un petit peu la problématique communautaire, parce que ça pointe du doigt de façon comme chirurgicale l'espèce de césure qui intervient précisément, on pourrait même dater ça
pense que c'était les États généraux du Canada français qui ont décidé tout d'un coup, Canada français, il fallait oublier ça, ce serait juste le Québec dans ses frontières, etc. Vraiment, il y a un point de bascule. Elle vient manifestement du Canada français, même littéralement communautaire, là. À la fois ethnique et très locale, mais en même temps sans horizon. Elle est épatée par le potentiel de son horizon, de son paysage canadien. Elle est émerveillée d'en découvrir les détails, les populations excentriques et diverses, précisément au moment où on veut tout concentrer, l'homogène à l'intérieur de frontières bien définies, bien tranchées, où on se désintéresse de ce qu'il y a à l'extérieur, en fait, de francophonie. Hein. Bon, c'est un point de bascule qui opère précisément vers 1966. Hein. Alors, elle est comme, elle, entre-temps, elle s'est réfugiée au Québec, alors elle est comme écartelée. C'est une partie d'elle-même qu'on veut amputer. J'aimerais continuer dans ce que tu avances, Christian. Pour ma part, j'ai été quand même assez interpellée par la notion d'identité qui est évoquée à travers le mouvement. En fait, j'avais l'impression qu'elle était constamment en mouvement à la recherche de devenir quelqu'un, notamment sur le plan de l'identité féminine. Ça m'a beaucoup marqué toute cette recherche à travers notamment la séparation d'avec sa mère, toute la question d'être femme dans les années 40, 50 et qu'elle n'ait pas eu d'enfant, qu'elle se soit mariée assez tardivement. Je pense que c'était des éléments qui, dans cette société à l'époque, déterminaient ce que c'était que d'être femme. Il fallait se marier, il fallait avoir des enfants, il fallait rester à la maison. Et puis elle, au fait, elle était écrivaine, elle fumait la cigarette, elle voyageait seule, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant. Et donc, je pense qu'elle elle était à la recherche de sa propre identité. En tout cas, ça me faisait penser à Simone de Beauvoir qui disait que on ne naît pas femme, on le devient. J'ai l'impression qu'elle était dans cette quête d'identité, de ce que c'est d'être une femme à cette époque, à la façon qu'elle voulait l'être. Et puis l'identité aussi culturelle, sociopolitique, pour ce que vous parliez, Christian, puis linguistique aussi, religieuse, économique. Donc moi, je sais pas, il y a un thème transversal que je reconnaissais qui est le thème de l'identité de Gabrielle Roy. Voilà, dans le mouvement, c'était pas du tout statique. Ouais. Et c'est très actuel, d'une certaine façon, tout ça, parce que le nombre de migrants qui sont mus par les mêmes raisons que Gabrielle Roy est absolument hallucinant. Hein? C'est-à-dire qu'on a affaire à des milieux traditionnels qui ne sont plus suffisamment vivifiants, qui s'atrophient, qui s'endorment dans une éternité traditionnaliste et qui n'inspirent plus personne et qui font que les gens migrent dès qu'ils ont un ballon de baudruche qui pourrait leur faire traverser un petit peu de quelques vagues, ils sautent dessus. C'est réellement un drame. Bon, Gabrielle Roy et le Canada, on s'en est sorti moyennant quelques crises, mais écoutez, c'est vraiment un problème assez impressionnant socialement en ce moment. Je suis impressionné là, par ces gens qui risquent leur mort, qui risquent leur vie par contre, pour pouvoir aller ailleurs. Hein. Sans aucune garantie du reste qu'ailleurs, ça sera mieux. Mais c'est déjà mieux parce qu'il y a en plus la liberté. Hein. C'est un peu ça l'idée. Ce qui m'a frappé, il y avait un élément qui m'a interrogé
tout particulièrement, c'est le fait qu'elle a mal réagi à son succès. Je trouvais ça intéressant. Son premier livre, Le bonheur d'occasion, qui lui a amené beaucoup de succès, de popularité. Elle est devenue vedette et elle a mal réagi à ça, elle a mal vécu ça, on dirait. Hein. Moi, je rapprocherais ça de la pauvreté. C'est-à-dire que Oui. le succès, c'est la richesse, et donc elle ne supporte pas parce que ça l'extrait de son milieu d'origine en la privant de la capacité d'en parler. C'est ça un peu ce que je veux dire. C'est qu'elle a trouvé un art de sortir de son milieu d'origine en le relatant. Hein. C'est un peu ça, sa qualité première. Hein. Et si elle accepte le succès, si elle accepte la richesse, eh ben, c'est que non seulement elle perd son milieu d'origine, mais elle perd sa capacité d'écrire à son sujet. Oui, puis il y a aussi le fait que dans Bonheur d'occasion, elle décrit le monde de Saint-Henri, un monde pauvre qui la rend riche. Oui. C'est ce qui lui donne une envergure internationale et tout ça. Il y a une contradiction là-dedans pour elle. Comme... Et qui n'est pas son monde. Hein? C'est un livre où elle ne parle pas d'elle-même, en fait. Hein? C'est un monde dont personne n'a jamais parlé. À ce moment-là, elle est coupée de ses origines. Là, hein? Et elle est un peu comme Joyce dans la mesure où c'est quelqu'un qui a absolument besoin de s'exiler, mais à ne plus jamais cesser de parler exactement de ce qu'il a quitté. Oui. J'avais une question à poser. Quand elle rédige, quand elle écrit Bonheur d'occasion, elle habite où? Elle est déjà à Montréal à ce moment-là? Elle habite à Westmount. Ah oui, OK. Qui est le Elle quartier demeure- juste à côté, mais extrêmement riche. Oui, oui. Saint-Henri étant le quartier le plus pauvre de Montréal. Oui, Oui. il y a tout plein de paradoxes comme Oui. ça dans sa vie. C'est ça, elle C'est demeure pas à dire qu'elle est Westmount, puis riche, elle mais elle écrit habitait à Saint-Henri. Westmount. Oui, ils sont deux quartiers à la fois très proches géographiquement, mais très éloignés de par leur réalité C'est socio-économique. ça. Encore à ce jour, perdure, il y a une enclave entre les deux. Hein? C'est ça. J'ai l'impression qu'elle s'est trompée de coin de rue. À un moment donné, elle s'est égarée à vagabonder dans Saint-Henri, puis c'était comme une révélation. Puis bon, c'est ça, c'est juste à côté. Alors, ça peut être le monde qui peut facilement s'ignorer, mais en même temps, c'est qu'à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Mais ça donne l'impression aussi qu'en décrivant Saint-Henri, elle décrit quelque part quelque chose de très personnel de sa pauvreté, hein, quelque part, sa pauvreté. Elle n'est plus pauvre, mais c'est sa pauvreté pareil. C'est comme si toute sa vie, elle va se vivre quand même comme pauvre. Mais dans le fait, elle n'a jamais été pauvre comme les gens de Saint-Henri. Exact. Le paradoxe, en fait, elle n'a jamais vécu cette pauvreté qu'elle relate, qu'elle rapporte dans Bonheur d'occasion. C'est ça. Mais on peut Encore supposer... un monde imaginaire qu'elle s'est construit. Mais un monde imaginaire qu'elle s'est construite sur la base de sa vie hypothétiquement pauvre à Saint-Boniface. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait pris Saint-Boniface, elle l'avait transporté à Saint-Henri et elle s'était dit, OK, qu'est-ce que je fais avec ces deux réalités qui semblent très ressemblantes? Mais dans les faits, ça ne l'était pas, puisque son papa, il était maire, en tout cas, il avait il avait des moyens, même au-delà de la classe moyenne de Saint-Boniface. Et puis, ce n'est pas une auteure misérabiliste. Hein? Elle montre souvent la vie des pauvres, mais en montrant leur dignité. Hein? Ce n'est pas quelqu'un, si seulement... bon, c'est pas des gens écrasés par leur misère, soulagés. Non, ils ont
c'est la dignité de leur vie dans quelques circonstances où elle est. Là, donc, je n'ai pas l'impression que c'est son thème, la pauvreté. Je pense que c'est une fausse piste. Elle a besoin d'une frugalité personnelle pour avoir son espace mental pour écrire dans ses propres conditions. Là. Bon, c'est ça. Et puis, donner des interviews, avoir une personnalité publique, ça reviendrait ça viendrait troubler ça. Ce serait pour des raisons opposées à celles de son milieu communautaire qui est trop étroit, là, un milieu public. Oui. Non, ça coupe. Moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Christian. Ah bon. Ah bon, ma connexion était stable. OK, ça a passé. C'est que quand mon téléphone sonne, l'ordinateur se met à sonner aussi. C'est incroyable. Je voudrais poser une question par rapport. Ah, pardon, désolé. Non, allez-y, allez-y. Bon, je voulais juste dire que je n'ai pas compris ce que Christian a dit. Ben, je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez mieux maintenant, là, ou On entend mal, on vous entend mal, on vous entend mal. Alors, on ne va pas s'obstiner, continuez entre vous. C'est-à-dire ce que j'ai cru comprendre de Christian, c'est que ce n'est pas un auteur misérabiliste, donc elle ne décrit pas la pauvreté pour la pauvreté, mais au contraire, elle décrit la pauvreté, les pauvres comme étant un univers de dignité où les gens, malgré la pauvreté, restent très dignes. Et puis, c'est ça que j'ai compris de Christian. Une pauvreté romancée, quelque part. Non, mais les gens vivent comme ils vivent, et puis c'est ça qui l'intéresse. C'est les personnages qu'elle trouve dans les conditions où ils sont. Je ne pense pas qu'elle ait des filtres sociaux comme ça. En tant que journaliste, par exemple, elle s'intéresse absolument à tout le monde, mais en tant que romancière aussi. Hein, Moi, je dirais que la question de la pauvreté est une question relative, c'est-à-dire que Saint-Boniface est pauvre par rapport à Winnipeg. Et comme Saint-Henri est pauvre par rapport à Westmount. Donc, c'est une pauvreté relative, c'est peut-être une pauvreté culturelle, une pauvreté, un manque d'émancipation, un repli sur les structures sociales et familiales parce que les structures économiques ne permettent pas l'épanouissement. Donc, les gens se replient sur le plan familial et communautaire parce qu'ils n'ont pas la perspective économique pour leur donner de la liberté. Et c'est ça la pauvreté, peut-être. Oui, comparativement à une pauvreté absolue, c'est ça, une pauvreté relative, non? C'est ça, ce n'est pas une pauvreté financière à proprement parler, mais plus une pauvreté en termes d'avenir. Je suis pauvre en avenir. Je suis pauvre parce que je n'ai pas les moyens de m'instruire, de m'épanouir, de construire un avenir à mon gré. Je dois juste me soumettre aux contraintes de l'emploi et c'est tout. Et elle, personnellement, a été confrontée par son succès au problème inverse, c'est-à-dire d'être appauvrie par les contraintes sociales du statut social. Hein? Donc, elle s'est délibérément tenue à l'écart de ça, a donné une grande partie de ses revenus pour garder une sphère d'autonomie personnelle très stricte. Alors, une sphère d'autonomie personnelle stricte qui pouvait être menacée par la pauvreté, soi-disant, de son milieu, mais qui pouvait aussi être menacée par une personnalité publique envahissante. Oui. Donc, elle avait besoin de distance intérieure. Mais pour retrouver au second degré, par l'intérieur, des choses qu'elle a vécues de très près. Hein? C'est comme si elle avait besoin de ce second degré pour processer, en quelque sorte, ses expériences au premier degré avec une distance temporelle.
Qu'est-ce que tu veux dire, Christian? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu nommes avec tout plein de concepts. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. Elle a absolument besoin de distance intérieure justement pour se recréer son expérience. Elle doit revivre son expérience au second degré en la reconstruisant par l'écriture. Donc, elle a besoin d'une distance pour ensuite reconstruire ce que les gens vivent généralement au premier degré. Elle a besoin de s'en distancer pour le reconstruire plus Alors, profondément. une distance de quoi? D'elle-même, de ses origines, des autres? Qu'est-ce que tu veux Ben, dire? tout simplement un espace de solitude intérieure, l'espace de pensée qu'elle trouve en marchant. Elle ne veut pas avoir à verbaliser ses émotions pour des journalistes. Bon, elle ne veut pas avoir faire des choses comme ça. Elle garde ça pour son travail de construction de soi par l'écriture. Ça ne veut pas être sous les feux de la rampe, elle ne veut pas passer à la télévision, elle veut être dans la discrétion de l'intimité communautaire. Hein, Ben, communautaire, même par rapport à son ménage, à son mari, elle est comme en retrait par rapport à ça. Tu sais. ouais. Il n'y a qu'une voisine qui peut être prise comme confidente. Là. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis. Tu sais, elle n'a pas de vie sociale très intense. Tu sais. Elle vit pour ce qu'elle recrée en marchant et que quand elle est valide, quand elle est capable, elle écrit. Mais à la fin, elle écrit quand même dans sa tête, mais elle n'est plus vraiment capable de l'écrire. Mais l'essentiel, c'est ce qui se passe dans sa tête, cette construction constante d'une identité semi-fictive. Ouais. Mais Est-ce alors, qu'on peut pourquoi? avoir comme une forme... Oh, excuse-moi, Sophie, vas-y. Non, mais je veux juste rebondir sur ce qu'on disait au départ. On ne pas perdre de vue le côté artificiel et non naturel et ce côté princesse de cette femme qui quand elle appelle, il faut quasiment que ça s'arrête puis qu'il n'y ait qu'elle. En contraste avec ce qu'on vient de dire là, dans cette richesse, dans cette volonté de recréer, de se connecter là, pour écrire, pour se découvrir. Et pourquoi alors je me questionne, qu'est-ce que vient faire le côté princesse? Ouais, c'est simplement que si elle n'a pas l'attention qu'elle réclame pour un problème précis à ce moment-là, ben, elle va se désintéresser, elle va se replier dans son isolement. Donc, il ne faut pas la laisser se décourager. Elle peut se permettre de s'isoler. Alors, il ne faut pas lui en donner l'occasion. Je pense que c'est ça. Ce n'est pas l'idée de faire des caprices là, pour chercher l'attention. C'est exactement le contraire. Moi, je voudrais demander, parce que je n'ai pas vu le film, mais j'entends tout ce que vous dites, et ce qui m'apparaît, c'est que vous présentez cette femme comme ayant des difficultés de s'ancrer et que ça déteint un peu sur toute sa problématique identitaire. Est-ce que je me trompe? Mais ces difficultés d'ancrage, ça peut être aussi un enrichissement à chaque fois. Oui, effectivement, elle s'enrichit en écrivant. Mais elle s'ancre difficilement au sens peut-être traditionnel ou social. Donc, elle avance, elle marche, elle se déplace. Oui, et elle s'extrait plus qu'elle ne s'ancre pas. C'est ça, c'est ça. Elle s'extrait plus qu'elle ne s'ancre pas, oui, d'accord. C'est une forme d'identité qui peut être intéressante, ça. Et c'est une forme d'identité qui devient radicalement opposée à d'autres, à l'identité nationaliste qui va apparaître quelques années plus tard. Hein, ou à ce moment, au contraire, c'est des gens, les nationalistes, qui vont vouloir s'ancrer, alors qu'elle, elle se déracine, les autres, ils vont vouloir s'ancrer. C'est une démarche. Mais je voudrais me rappeler la question de Sophie. Peux-tu me rappeler ta question? Non, mais Christian a parti répondu, c'était que je me questionnais quelle fonction on pourrait trouver à ce qu'on voit comme étant un peu un côté princesse là, que quand elle appelle son éditeur, on doit lui le perçoit comme ça, hein, on doit s'arrêter et puis répondre à la demande immédiatement, hein, sinon ils craignent quelque chose d'elle, mais quoi? Qu'est-ce qu'ils craignent d'elle? Pourquoi eux le perçoivent de cette manière-là, hein?
Moi, je dirais que ce moment, si tu veux, est comparable à la relation qu'elle a avec son seul et unique chum qu'elle a eu Ah, à Londres. à Londres, celui qui étouffe, celui qui empêche, qui donne la brume, là. Oui, c'est ça. Elle a un lien exclusif et l'écriture, pour elle, est associée à ce lien-là. C'est-à-dire que c'est ce lien avec ce chum qui a succédé sans doute au lien avec la mère, mais le passage par le chum était important et c'est lui qui a permis le saut dans l'écriture parce que c'est lui qui a créé la brume et c'est la brume qui a créé l'écriture. Et sans la brume, il n'y aurait pas eu d'écriture, on aurait encore été dans l'immédiateté. Mais le lien avec le chum crée la brume autour d'elle, et dans la brume, il y a des personnages qui apparaissent, qui la regardent, et elle en fait quelque chose. Hein, Oui, pendant qu'on est dans la brume, il faudrait saisir un élément structurel qui est le rapport au fluide comme liquide, là, parce que quand elle se lance dans l'écriture, suite à cette expérience, elle dit ça comme se lancer à l'eau sans savoir nager et puis se débrouiller pour flotter. Mais juste avant ça, comment Léopold a orchestré ça, il nous montre le bateau à travers la banquise, puis une narration qui dit que, bon, un personnage quelconque a parmi ses choix celui de se laisser couler, là, de suivre en fait, d'abandonner le parti, là, de renoncer à ces personnages futurs qu'il aurait pu être, puis de les posséder d'une certaine façon comme ça, en y renonçant, hein, les laissant dans l'avenir, en se laissant couler sous l'eau. Hein. Donc, mais elle choisit de se lancer à l'eau, de flotter, puis d'aller vers ces personnages qui attendent d'elle pour devenir, qui sont un peu elle aussi. Hein. C'est aussi ces moi futurs. Et moi, ce que j'aimerais quand même revenir sur ce que j'ai cru déceler, c'est qu'il y a toujours ce va-et-vient entre les âges différents d'un personnage comme étant des personnages différents qui ont peine à se reconnaître l'un l'autre, qui s'appellent à travers le temps. Hein. Elle les laisse s'interpeller à travers le temps, que ce soit elle ou d'autres personnages inspirés d'elle. Quel est le vrai moi? Est-ce que c'est la vieille personne qui se rappelle de son enfance ou c'est la petite fille qui envisageait l'avenir? Puis elle se dit, ben, au fond, le vrai moi, c'était elle. Puis au fond, c'est peut-être cruel de la vieillesse qu'on puisse s'en souvenir, mais en même temps, c'est une façon de se réconcilier. Puis la mort, c'est peut-être de réunir tous ces instants dissociés. Donc, c'est vraiment, moi, c'est passablement c'est comme chez Proust, en fait, hein, où son problème, Proust, c'est que tous les instants, tous les états psychologiques à travers une vie, il n'y a pas de raison de ne pas les considérer comme des êtres distincts. Alors, comment qui se reconnaissent à peine entre eux et qui s'opposent à bien des égards. Alors, comment on les réconcilie? Quelle unité on leur confère? Hein? C'est une nouvelle problématique moderne, que l'unité du moi ne va plus de soi. Il faut la reconstruire narrativement. On ne peut plus simplement accepter les cadres, notamment communautaires, qui sont fournis avec les rôles sociaux. Non, le moi doit s'inventer à travers des éléments et notamment des moments dissociés, notamment par le temps. Et c'est ça, l'évidence, ça fait probablement partie du rôle social et culturel de l'écrivain dans le monde moderne, qui est comme le pionnier ou le spécialiste de cette reconstruction du moi à travers de ces états épars. Donc, c'est quelque chose qui a une certaine importance psychologique, je crois, là, parce qu'il y a un élément de dissociation. Là. C'est comme si le moi vieux et le moi jeune et les moi intermédiaires étaient des personnalités différentes. Oui. Un sujet doit recomposer ensemble et que ça ne fit pas vraiment, mais ça fit presque, ça ne fit pas. Et c'est ça l'intérêt de ce que j'entends de Gabriel Leroy, c'est cette espèce d'interpellation et de dialogue jamais résolu entre les différents états, les différents âges de son moi.
C'est ça qui en fait, qui résonne tellement chez les lecteurs aussi, je crois. Bah, Tout à fait. au-delà dans la lecture, parce que j'en ai pas, malheureusement, pas lu, mais par contre, dans la réalisation du film de Léa Paul, il y a des moments où même le spectateur se sent un peu, pas dissocié, là, mais on ne sait plus qui est qui parle, qui fait quoi, notamment par le fait que Léa Paul emprunte la voix du récit, et à la fois de la vie de Gabriel Roy, et à la fois de ses personnages, et en plus de ça, dans la construction de son film animé, des images fictives qui s'entrecroisent avec quasiment des images d'archives. Enfin, on ne sait plus, hein, donc en tant que spectateur, moi, ça m'est arrivé à des moments de me dire, attends, pas qui suis-je, mais qui est-elle, là, de qui parle-t-on, là, d'avoir un peu ces moments un peu dissociés, là, on sent le mouvement dissociatif dans la réalisation de Léa Paul. C'est ça, il y a une ambiguïté entre le documentaire et le film. Il y a des superpositions de vie, du personnage que là, donc Léa Paul prend la voix de Gabriel Roy, parle du personnage, mais quasiment instantanément, c'est Léa Paul qui parle pour Gabriel Roy dans sa vie. Enfin, c'est pas toujours clair, mais voulu, j'imagine, là, pour justement recréer cette Et c'est Lise Marleau qui joue Gabriel Roy. Hein? Hein? Non. Hein, non, c'est une autre actrice, Zoé, je ne sais pas trop qui, là, mais c'est des inconnus qui jouent les rôles. Et je l'ai lu dans le générique, Christian. Moi aussi, j'ai lu le générique, je peux d'ailleurs aller le revoir, là, mais c'est d'ailleurs sans doute sur Google quelque part. Mais Marleau, bon, évidemment, il y a une Marleau de ses premiers films à Léa Paul, mais là, on parle de quelqu'un de plus jeune qu'elle était même Marleau dans les années 80. Là, on est à la fin du 20e siècle. C'est vraiment quelle autre génération. Là, OK. C'est une autre Marleau. Bon, ça amène la question aussi. Bon, là, on a vu un film sur Gabriel Leroy, mais aussi, il faudrait aussi voir le film de Léa Paul. Hein? C'est pour ça que j'ai mis ça, pas comme un documentaire sur Gabriel Leroy dans le programme, mais comme un film de Léa Paul qui s'inscrit dans la ligne, qu'on peut inscrire dans la ligne de ses films de fiction, où elle se construit elle-même à travers ses films de fiction. Alors, ça fait une transition intéressante parce que, évidemment, ce travail de reconstruction de soi par le récit, Léa Paul le fait dans tous ses films de fiction précédents. Et là, elle va passer dans une autre phase où elle va parler d'autres personnes qu'elle-même, hein, d'autres personnages qu'elle-même. Et là, entre les deux, j'ai mis un film où, c'est ça, elle raconte l'histoire de quelqu'un qui fait comme elle, qui se réinvente à travers des récits. Hein? Alors, il y a des niveaux là, qui se superposent. Donc, c'est un peu aussi l'histoire de Léa Paul. Hein? Bon, quelqu'un qui a besoin de s'exiler pour devenir elle-même, puis raconter sa propre histoire à distance, et qui a besoin de toujours marcher. Oui, c'est ça. Il y a je ne pense pas que c'est le terme approprié, mais la mise en abîme de quelque chose qui s'en... Oui. Oui, enfin, Léa Paul met en scène sa propre histoire. Quand on la connaît, elle a un lien homosexuel intense avec une femme et elle a un lien hétérosexuel relativement secondaire par rapport à ce lien homosexuel. Donc, c'est bien un film de Léa Paul. C'est ça. Elle le sous-entend quasiment de la part chez Gabriel Roy parfois, quand elle donne la parole à ces femmes qui suggèrent une amitié profonde et intime sans jamais dévoiler qu'est-ce que la profondeur et l'intimité. Les deux femmes qui parlent de leur amitié avec Gabriel Roy, il y a quelque chose d'assez... sans ça, je me sens faire des hypothèses sur leur lien intime et profond, mais la manière dont le présente Léa Paul, on pourrait laisser croire à un questionnement là-dessus. Oui, parce que c'est un film de Léa Paul, on se pose ces questions-là. Exactement, c'est suggéré, mais est-ce que c'est la réalité de Gabriel Roy? Pas forcément. Ouais. Moi, sans connaître nécessairement toute la cinématographie, ou je sais pas, les films de Léa Paul, je me disais qu'effectivement, il semblait y avoir comme un lien amoureux, je ne sais plus les noms, Berthe. Le deuxième. Comment?
Il y en a deux, il y a Berthe et une autre femme. Oui, Non, mais la première, dans la jeunesse, là, la façon dont elle montre comment ils jouent ensemble à réciter du Ouais. Shakespeare, sont toutes proches, là, tu sais, c'est vraiment Ouais, c'est comment ça, Léa elles Paul, ça. C'est ça. Cette scène-là où on pourrait s'imaginer là qu'il se passerait de quoi après en Ouais. caméra. un lien amoureux qui existe aussi dans les amitiés. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Et aujourd'hui, on surinterprète ça comme toujours homoérotique. Ben non, c'est toujours été une composante de l'amitié. Tu sais, bon. Ouais, c'est ça. Sauf Mais que bon, dans ce film-là, la présence des femmes est bien plus marquée que celle des hommes. Ben, forcément. chez Léa Poule, c'est souvent le cas, oui. J'ai une question vraiment technique à vous poser. Est-ce qu'on dit Léa Poule ou Léa Paul ou Léa Paul ou Léa... Moi, je le prononce en allemand, Léa Paul, parce que bon, ça vient de Paul, de Paul. Ça ne vient pas de la piscine anglaise. Il n'y a pas de piscine anglaise en Suisse. Là. Bon, mais elle, c'est une juive, donc c'est des juives ashkénazes, donc c'est des mots de dérivation germanique. Il n'y a aucune raison de prononcer ça poule en anglais. Là. Ça n'existe pas, ça, avec de double O qui soit un OU dans le monde germanique, ça n'existe pas. Donc, c'est Paul, c'est un double O. C'est un double O. Non? Hein? Pardon? Je croyais qu'elle était d'origine juive polonaise. Juive suisse, mais de loin en loin, sans doute ashkénaze, plutôt certainement pas séfarade. Bon. Ah, OK. Donc, Oui. on prononce Léa Paul. Oui, Merci. Comme si c'était AU. oui, c'est ça. Comment, vous avez dit? Comme si c'était AU. Ah, OK. Ah oui, comme Paul, comme le nom Paul. Ah oui, d'accord, comme le prénom Paul. Probablement ça l'origine, oui. Ah, merci, c'est gentil. Ouais. Bien, écoutez, je pense qu'on l'a bien désossé, notre film. Alors, je vous proposerai de passer à l'autre étape.